Voilà. Tu clôtures avant? On clôture tout. On reste calme et on attend l'ouverture parce que là, j'ai cassure de ligne de tendance ici. Je l'ai sur le 5 minutes. D'accord. Et ça va balancer, mais ça reste toujours intéressant sur le 4 heures. En fait. Moi, je vais voir l'objectif sans le prendre, mais c'est là. Parfait. Ah, j'ai quelque chose en 4 heures qui bloque hein, depuis, Ah là, elle va bloquer depuis hier. ici. De toute façon, c'est elle qui nous a bloqué. Parce qu'elle va bloquer. On a là, ça bloque sur la SSB, la SSA, la qui Surtout jaune. ce plat d'ici là. Surtout ce plat là. Oui, ça, je Putain, n'ai pas il- dépassé. pour nous, Ça, il est il date. Hein. Parce que quand on revient, il date de longtemps. Il est vraiment immense ce plat. Là, elle était déjà là. Ibrahim, du coup là on est donc dans ta salle de marché Tout à fait, oui. que tu as ouvert il y a quelques semaines. Exactement. Là, on est sur la première session de masterclass. Donc, une masterclass, une semaine, en salle de marché où on met en application ce qu'on apprend dans la formation. Et puis là, on est en train de trader. Voilà, clairement, on trade. Bon, on a pas mal tradé ce matin, notamment sur l'USD-Yen. Pas mal aussi de petits trades de leur côté, pas de mon côté, mais voilà, c'est un peu une séance compliquée. On est férié en Chine toute la semaine. Ah oui? Euh, Je n'ai même pas suivi ça. ouais, férié en Chine toute la semaine, mais c'est surtout l'attente de ce soir à 18 h sur le discours de Powell, la Fed, et puis demain, férié en Allemagne. Donc on verra si on a quelque chose. Dans tous les cas, on est prêt. On a fait un peu de forex ce matin. On a analysé un petit peu. On s'est toujours posé la question quel niveau clé on va casser. J'ai une approche assez spécifique du forex. Donc à savoir, je vais chercher des niveaux, des cassures de résistance ou support clé. Et puis je vais chercher de la volatilité, du flux pour trader les respirations, quoi. Quelque chose de très classique, mais voilà, on essaie de toujours axer les trades sur la qualité et non pas sur la quantité. C'est pour ça qu'on ne trade pas beaucoup, mais on essaie de, quand on trade, on essaie de bien trader, quoi. Ok. Principal. Alors du coup est-ce que tout le monde travaille sur la même méthode ou chacun fait un peu ce qu'il veut, comme il préfère, mais avec des enseignements, des grandes lignes? Non, on ne traite pas tous sur la même méthode, mais je pense qu'on a quand même un fil conducteur. Donc il y a la méthode, il y a mes méthodes que j'ai mis en place depuis maintenant quelques années, la méthode ICT, qui a du coup pas mal changé depuis le temps qu'on a fait notre première interview. C'est vrai qu'à l'époque je tradais avec... Bah t'avais 18 ans, hein, faut dire. Ouais, non, mais j'ai tradé avec quand même les vagues d'Elliott, j'avoue. Même en regardant les anciennes vidéos, c'est vrai que... Bon. Mais bref, ça a pas mal évolué, mais je reste quand même toujours dans le même fil conducteur de trader la tendance, les respirations, c'est ce qu'il y a de, on va dire, assez simple, mais qui est plutôt rentable. Donc toujours sur une méthode ICT que j'ai créée, basée sur l'analyse de tendance. Je partage pas mal sur YouTube justement l'analyse du pivot, Ouais. l'immobilisant en exponentiel. C'est un combo que je trouve super intéressant. Sur 3 UT, on va chercher justement de la convergence. Donc ça, je vais utiliser un stochastique, un RSI pour trader dans le sens de la tendance. On peut avoir plusieurs setups par la suite. Ici, on va trader dans le même sens justement. Là ici, bah, oh, pardon, excuse-moi. Justement, on trade sur l'euro CHF. Bah, qui était même, deux trades sur l'euro CHF. Euro CHF, bah, qui était vraiment, j'ai dit tout à l'heure, qui était un bon trade, franchement, sur une belle tendance baissière. Et sur la méthode ICT, ici qu'on voit. Exactement. Voilà. Belle tendance baissière là-dessus. Franchement, rien à dire. C'est propre. Hein. Surtout, bah, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais surtout, tu vois, au niveau de. C'est une deuxième prise de. Ça, c'est la deuxième prise hein. qui est là, Ouais. ouais. Exactement. Là, ici, on est Surtout sur l'ICT. en bonne respiration de main mobile, c'est très très propre. Et Ça. ICT du coup c'est quoi comme méthode? T'as dit un petit peu, mais suivi de tendance? Suite tendance, puis respiration. Donc, Puis respiration. on capte une zone convergence. Ouais. On capte la convergence, on attend que ça respire un peu. Quand on c'est quelque chose de très classique. Hein. Ça peut être par exemple un croisement de stochastique. Ouais. D'accord, mais voilà, c'est de toute façon comme d'habitude, c'est pas le timing qui. Là, en tout cas, dans cette stratégie-là, c'est pas le timing qui va faire la stratégie, c'est plus la méthodologie, comment on va aborder justement notre marché. Et là, pour le coup, c'est vraiment le fait d'analyser la tendance, d'être surtout patient, qui est le plus important. Et puis après, bah, c'est un enchaînement de positions en fonction de l'actif, quoi. Et est-ce qu'il y a une méthode de money management également dans le lot ou c'est juste une stratégie de trading signaux quoi? Qu'appelles-tu par une stratégie de money management? Est-ce que c'est la méthode ICT ça englobe toute une logique de money management derrière ou non c'est juste des signaux et ensuite le money management est propre à chacun? Bah, dans l'ensemble, il y a quand même une gestion de risque conseillée. Ouais. Donc on a notamment un tableau psychologique de statistiques où en fait en fonction de l'état de ton marché, tu vas avoir 3 types de trades différents.
Donc là, j'ai ajouté des noms hier, justement, parce qu'on en parlait justement sur ce tableau. Si tu veux, tu as les positions standard, premium et élite. À savoir que, en fonction justement de ton contexte de ton marché, tu vas pas ressentir, mais arriver à l'avance à savoir ta probabilité de trade. À savoir, je sais pas, si tu trades par exemple sur un range, tu sais que ta probabilité va peut-être pas être aussi importante que si tu tradais en tendance. Donc à partir de là, en fait, tu vas toujours poser des questions sur des critères spécifiques et te dire, voilà, moi je suis plus sur une position élite. Donc élite, on parle en général entre 65-75% de réussite sur le trade pour justement te donner un aperçu de ce que ton trade va être intéressant à prendre ou pas. Donc il y a ce système de gestion de risque et à partir de là, en fonction de si c'est une standard, une élite ou une premium, une élite, pardon, tu peux éventuellement partir de 0,5, 1%, voire 1,5. Donc il y a un système de gestion de risque dans un premier temps pour le lot et après tu as la gestion de risque justement pour la sortie. Donc à la sortie, en général sur une ICT classique, je vais sortir sur des ratios de 1. Ouais. Très très simple. Je vais, en fonction encore une fois du contexte, dégager entre 80 et 90% de ma position. Et après là, tu vas justement gérer ton latent. Donc si c'est 80%, moi ce que je conseille, c'est que je prends en fait, il me reste 20%, Oui. et je vais aller viser 5 fois mon stop loss. Donc 5 fois mon stop loss, si tu mets 1%, ça te fait 1% de plus. Ouais. Voilà. Tout en essayant de jamais clôturer son trade à 100%. Parce que le latent peut toujours te faire gagner toujours plus. Et je pense que ça peut être une très bonne chose pour... encore une fois, comme tu traites dans le sens de la tendance, tu peux arriver à capter des gros mouvements. Bien sûr, ça n'arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, ça peut être très très bon. Stop loss à 0. Quelque chose de très basique, encore une fois, mais qui tient la route. Ok. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, on avait fait une interview il y a pas mal d'années maintenant. Tu étais très jeune et déjà tu t'étais distingué puisque tu étais numéro 1 sur un site connu de signaux de trading, de copy trading, etc. Exact. Du coup, tu es passionné depuis ton tout Toujours. jeune âge. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé Depuis le début dès le début au trading, quoi? Franchement, depuis le début, je t'avais dit, j'avais commencé un peu vers 13-14, où j'avais regardé une émission, il me semble, sur M6, une émission de trading. C'était intéressant. Bon, dans un premier temps, tu voyais les gars qui faisaient beaucoup d'argent, donc c'est sûr que ça intéresse. Et puis après, il n'y a pas forcément que l'argent qui doit motiver. Quand tu commences à regarder un graphique, pour moi, c'est qui tout double. C'est-à-dire soit tu vraiment t'aimes bien ce que tu vois, et tu commences à rentrer dans le sujet, soit tu décroches, tu te dis, bon, trading, c'est pas fait pour moi, quoi. Donc c'est là où justement, à 17 ans, j'avais en parallèle quitté l'école, et je me suis lancé justement dans le trading, essayer de chercher un petit peu qu'est-ce qui pourrait vraiment me motiver. Et puis voilà, je me suis dit, tiens, en temps de me relancer dans le trading, essayer de tenter justement cette aventure. Bon, comme d'hab, bien sûr, comme tout le monde, des débuts assez difficiles, c'est normal, mais voilà, je me suis accroché, et puis 6 ans après, on est toujours là avec la même passion. Mais c'est important de s'accrocher parce que souvent c'est ce qu'on entend de tous les gens que j'ai pu interviewer, etc. Les premières années sont, pour ceux qui font du trading à compte propre, compliquées, quoi. Sont catastrophiques même. Normalement en tout cas. Je veux dire. Mais ça c'est pas rassurant. Mais finalement c'est vrai, d'autant que maintenant on voit les brokers sont obligés de publier les statistiques, on voit que ça confirme qu'il y a une grande majorité des traders particuliers qui perdent. De toute façon, le premier compte, on l'a tous craché. Et, théoriquement, on va tous le cracher. Donc, c'est vrai que les débuts sont toujours difficiles, mais après, c'est la force que tu vas avoir pour rester sur ton graphique qui va tout changer, clairement. Donc, maintenant, on en parlait tout à l'heure justement d'une personne qui était pas rentable depuis des années, et puis au bout d'un moment, elle s'est mise à gagner et puis être rentable sur l'année. Bon, là, clairement, tu vois que tu as une. Quand tu es tenace et quand tu tiens ton plan et quand tu restes debout, tu peux y arriver. À l'époque, je sais pas si tu en avais parlé, j'avais craché 2 comptes. Bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu te remets en question et tu essaies de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que tu as fait de mal, quoi. Clairement. Après, c'est toujours ça, remise en question, et puis si t'es vraiment passionné, tu vas aller jusqu'au bout et pas lâcher. Ok. Alors du coup, là, on est dans un espace présentiel qui est bien aménagé avec tout ce qu'il faut pour trader. On voit les horloges des différentes sessions de bourse. Et donc il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, plus Ouais. le mien, celui d'Alexis. Et il y a un autre bureau là-bas où il y a Exactement, il y a un début de setup. Là, on est en train de refaire un setup, mais là, en attendant, comme je disais tout à l'heure, on va casser ce mur pour agrandir justement la salle par la suite. Donc pour l'instant, il y a 6 setups, et par la suite, j'espère, en début 2019, il y en aura 12. Et alors, comment ça s'organise? Toi, tu es beaucoup présent en ligne, et tu es beaucoup suivi. Là, c'est donc du présentiel, mais est-ce qu'il y a aussi une offre en ligne?
Tout à fait. En fait, de base, c'est une offre en ligne, Ouais. uniquement. Mais voilà, c'était un projet que j'avais depuis très très longtemps, mais voilà, qui a demandé toujours de l'investissement. Là maintenant, grâce à l'école, j'ai aussi la chance de le faire, de pouvoir justement proposer du présentiel, donc monter la salle de marché. Il n'y en a pas beaucoup en France, même en tout cas dans ce domaine spécifique, il n'y en a quasiment aucune. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, autant se lancer, et puis c'est toujours un plaisir de partager comme ça en présentiel. Donc ça s'est fait naturellement. Pour l'anecdote, en fait, de base, je devais prendre le petit bureau juste là-bas, parce que j'en avais vraiment marre de trader chez moi, en fait. C'est toujours plus sympa d'avoir son propre bureau, et puis il s'avère que j'ai pris celui-ci sur un coup de tête, comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un beau potentiel, et me dire que je pouvais créer une salle de marché, créer tout un environnement pour bien trader. Et là, pour le coup, je suis plus que content du premier résultat, parce que bon, là, on est sur la salle. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver par la suite. Il y a pas mal de projets là-dessus. Donc voilà, pour moi en tout cas, je trouve que c'est que le début du grand projet, de pouvoir par la suite proposer plus de choses, la location de desk, proposer plus de salles en France. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont encore dans ma tête pour le monde en tout cas de la finance, de mon côté bien sûr. Mais non, clairement c'est une belle salle, je suis content. Ok. Content. Et du coup, quels sont les résultats là des personnes qui te suivent, qui suivent tes formations? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce que les résultats sont bons? Je peux pas avoir la prétention de dire que 100% sont contents, mais de ce que j'ai vu en retour, oui, c'est quand même plutôt satisfaisant. Sur des sondages, j'essaie d'organiser en interne, on doit être à 96% de satisfaction. Donc, bon, après, c'est pas non plus des chiffres que je partage non plus, parce que voilà, on n'est pas non plus dans un concours qui est la plus grande, mais je trouve que c'est toujours intéressant de le savoir. Je n'aurais clairement pas continué si elle n'était pas là, quoi. Après, ça reste mon avis. Ok. Et toi, personnellement, tes résultats, est-ce qu'ils sont bons? Comment ça se passe, par exemple, ces dernières années? Bah écoute, ces derniers temps, avec l'école, j'ai forcément moins de temps à trader. Ouais. Donc j'essaie forcément de trouver des solutions de mon côté. Donc là, c'est vrai que je commence à trader, ça fait quelques mois que je me mets beaucoup plus à trader le Forex. Parce que étant spécialisé sur le DAX, je trade que le DAX de base. Et comme l'école, ça prend beaucoup de temps à organiser. Bon, aujourd'hui, j'ai Alexis qui est avec moi, donc qui m'aide justement sur toutes les tâches en interne. Ça représente quasiment un bon 80 heures de travail dans la semaine. Donc c'est vrai que pas forcément le temps de trader, mais quand je peux trader, j'essaie de trader un maximum d'actifs. Sur les performances, j'ai un objectif qui est à 6% mensuel. Voilà, c'est l'objectif 6% mensuel. Je trouve que c'est largement correct, je trouve que c'est atteignable. Bien sûr, on peut faire plus, bien sûr aussi, on peut faire moins. Je vois le mois de juillet qui était pas mal difficile. J'en avais parlé à quelques traders aussi, ils étaient plutôt d'accord, donc je suis content de ne pas retrouver tout seul. Mais mois de juillet qui était perdant, il me semble on était à quoi, moins 2,5 ou moins 3%. Voilà, globalement, on essaie d'arriver sur une moyenne à 50-60% dans l'année. Ouais. Voilà, c'est l'objectif global. En termes de drawdown, maximum J'essaie de m'autoriser une perte maximale, parce que je trade justement entre 0,5 et 1%. Ça peut m'arriver d'aller à 1%, 1,5. Ça reste vraiment des setups qui sont rares, comme je disais, sur des setups élites. Sur du drawdown, je m'autorise maximum 3% de perte dans la journée. Maximum. Et là, c'est vraiment si effectivement on est sur une journée qui est mauvaise, quoi. Ouais. Bon, après, ça arrive, hein. Ouais. Normal. Ok. Donc là, on est à Angers. Du coup, il y a de l'intérêt pour le trading à Angers? Non, pas spécialement. Mais il y a quand même un groupe de traders là, tout le monde on vient... essaye justement de Alors non, parce qu'il y a un monsieur qui vient de en Suisse. fait. Effectivement, oui. On essaie j'aimerais bien donner justement un intérêt à Angers, mais voilà, il y a quand même des traders sur Angers, même dans toutes les villes en fait, parce que le trading ça commence à devenir de plus en plus populaire, et c'est génial dans un sens, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt principal pour Angers, jusque je suis né ici, c'est ma ville. J'avais envie de construire quelque chose sur Angers. C'est une bonne ville, c'est aussi sur les statistiques la ville où il fait le bon de vivre en France, pardon. Ah ouais? Ouais, numéro 1 depuis 3-4 ans il me semble. Donc voilà, ça reste une bonne ville. C'est pas très cher, les gens sont sympas. Voilà, pourquoi pas. Je ne me voyais pas personnellement aller par exemple sur Paris. Je suis pas forcément un grand fan des grandes villes justement.
Mais non, rester sur Angers, il n'y a pas d'intérêt, mais voilà, je préférais construire quelque chose ici. Ok. Je crois que tu as pas mal voyagé les dernières années. Est-ce que tu as vu des choses en rapport avec le trading à l'étranger? Est-ce que tu as appris des choses ou... Ouais, clairement. Justement, je passais pas mal de temps justement à Dubaï. Ouais. C'est quoi? Je suis arrivé sur Angers. Je suis revenu sur Angers justement il y a 3 ans. Donc j'ai passé 1 an et demi sur Dubaï, il y a quelques années. Et je faisais partie d'un petit groupe qui se retrouvait dans un bâtiment, le plus vieux bâtiment de Dubaï, qui s'appelait le World Trade Center à l'époque. Et on était un petit groupe de temps en temps, une fois tous les 15 jours, qui se réunissait pour parler trading, de coïncidences qu'ils trouvaient sur les marchés. Donc vraiment un petit groupe où tu apprenais des choses de temps en temps. Et franchement, bon, ils sont sur un autre niveau. Clairement, on en parlait justement quand on déjeunait tout à l'heure. C'est pas la même mentalité. C'est clairement pas la même mentalité. Ils sont bien plus décomplexés avec l'argent. Donc tu rigoles de combien t'as fait, tu rigoles des méthodes, tu partages librement. En fait, c'est pour ça que j'étais quand même pas mal choqué. Tu partages librement en fait tes méthodes. Alors c'est peut-être spécifique à notre groupe ou je sais pas, mais les gars me disaient oui, moi je trade par exemple sur l'ouverture de Londres. Vous voyez les gars que ça rebondit pas mal, faites, etc., etc. Donc ils sont plutôt pas mal décomplexés. J'ai eu la chance de visiter une salle de marché. Aussi à Dubaï, franchement c'est un autre niveau forcément. Je suis allé à Londres il n'y a pas très longtemps visiter des amis et puis un ou deux courtiers. C'est super intéressant. C'est là que tu te rends compte que c'est qu'en France on est bien, mais on a forcément un peu de retard. Et c'est génial parce que tu apprends justement t'apprends des autres et tu te rends compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, quoi. Il y a clairement beaucoup de choses à faire encore. Ok. Alors, sur les écrans, on voit beaucoup Ishimoku, enfin en tout cas sur l'écran principal là, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises C'est quelque chose que j'utilise depuis longtemps. Ouais. Il me semble même que les nuages Ishimoku, tu vois, ils étaient présents déjà sur mes graphiques quand on avait fait l'interview. Si je dis pas de bêtises. Il me semble que déjà depuis le début, je tradais déjà un petit peu avec les nuages Ishimoku. Là aujourd'hui, donc il n'y a pas la totalité de l'écran, parce qu'il y a 3 écrans, mais il me semble qu'il y avait ça. Là actuellement, je trade beaucoup avec les nuages, beaucoup avec la Kijun, un peu tout. Chez Kouspan, je suis pas très fan, bon, je vais me faire insulter par les puristes de Ishimoku. Voilà, je me considère pas comme puriste Ishimoku, mais je m'en sers beaucoup quand même. Clairement, je trouve que c'est un indicateur qui est extrêmement intéressant, et ce serait dommage de s'en passer. Ne serait-ce que pour avoir l'information, par exemple, des nuages sur la tendance, au-dessus, en dessous, ou des petites spécificités comme ça, comme les twists, etc. Ok. Et les classes d'actifs, toi, que tu traites, là, sur le grand écran, on voit du DAX. Exact. Tout à l'heure, Marc disait qu'il tradait l'euro franc suisse. Exact. Donc, c'est quoi indice, forex? Je trade majoritairement le DAX. Ouais. Donc ça représente, on va dire, 80% de ce que je fais. Ouais. Maintenant, comme je t'ai dit, avec le temps, j'ai été obligé un petit peu, j'ai été contraint. Je suis pas forcément un très grand fan de Forex, mais il m'a fallu justement m'adapter à ces marchés-là, par mon emploi du temps et par la stratégie. Donc je peux trader éventuellement aussi du Forex, pas de matière première, pas de crypto-monnaie ou quoi que ce soit. Je reste vraiment très classique, j'ai une petite liste de, on va dire, une quinzaine d'actifs Forex, et je vais en fait prendre un pro-screener, analyser mes marchés, quotidiennement, on l'a vu ce matin justement, analyse d'actifs Forex. Je vais vraiment chercher tous les marchés, chaque marché, trouver des niveaux clés et puis voilà quoi. Ouais. Donc ça reste très classique, indice. L'indice, je ne traite pas tout ce qui est Dow, Nasdaq ou quoi que ce soit, c'est juste DAX. Voilà, je sais pas, ça a été une de mes spécialités dès le début. J'ai beaucoup tradé, justement à l'époque, tradé sur l'USD-Yen et l'Euro-Yen. Ouais. J'ai un peu lâché parce que je trouvais que le Forex avait un peu changé. J'avais plus ce même sentiment sur le Forex que j'aimais à l'époque. Le marché a changé bien sûr. Hein. Déjà au tout début, je tradais sur des plus hauts et des plus bas RSI. Et juste sur ça. Donc c'est sûr que voilà, les temps ont changé, c'est plus aussi facile que ça. Donc j'ai dû m'adapter et le DAX, je trouve que ça reste. C'est pas pour rien qu'on voit beaucoup de personnes se spécialiser sur le DAX. C'est vrai que c'est un très bon actif. Voilà. Ok. Et pourquoi? Parce qu'il bouge? Parce qu'il est pas très cher? C'est une bonne question parce que je pense une des raisons, c'est qu'il a un cours de clôture. Ouais. Tout bêtement. C'est que c'est pas du Forex où ça peut bouger énormément la nuit. Au moins tu sais que le DAX, si tu trades le matin ou même toute la journée, au moins tu es là. Tu es avec tout le monde. Dans un premier temps. Deuxième temps, pas forcément parce qu'il est accessible, parce que bon, ça reste des micro-lots, tu peux avoir accès aux micro-lots comme sur le Forex, mais plus parce que
je trouve que les mouvements à analyser sont plus simples. Alors, quand je dis simple, hein, on parle bien que le trading ça reste compliqué, mais c'est plus simple, je trouve, à aborder comme marché. Au ressenti, à l'analyse technique, au fondamental, etc. Donc c'est vraiment aussi une question de confort, d'intuition, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Et plutôt intraday, scalping ou même du long terme, en tout cas au niveau des gens qui te suivent, des personnes qui font la formation? Alors, tu veux dire moi de mon côté ou plus Bah, les étudiants? les deux. Est-ce que c'est lié là? Bah écoute, niveau étudiant, on se retrouve en moyenne entre scalping et intraday. Il y en a peu qui font du swing. C'est vrai que j'ai l'impression que le swing c'est pas non plus extrêmement démocratisé quand on parle de trading CFD pur. Mais de ce que je remarque avec mes étudiants, c'est plus scalping, intra-scalping, justement ce qu'on fait, et intraday. Voilà. Et moi de mon côté, je fais plus de l'intra-scalping. Donc c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que je ne me considère pas trader d'intraday. Je ne vais pas prendre des positions qui vont faire plusieurs heures. Je ne vais pas prendre des positions qui vont faire quelques secondes. Sur le DAX, franchement, si je devais te donner un stop loss moyen, je dois être à 15 pips. Ouais, c'est quand même ça. Ouais, sur le DAX, des fois, on le fait en on peut minute. il y a des trades, des fois, tu les fais en littéralement 4, 5, 6 secondes, hein, les 15 pips. Mais voilà, c'est pour ça que je préfère pas dire que je fais du scalp, parce que si je dis que je fais du scalp, ça c'est un pip ou deux. En vrai, le scalping, intraday, c'est peut-être une cinquantaine, trentaine. Donc entre les deux, vraiment, je me situe entre les deux. J'essaie en fait d'allier, si tu veux, l'avantage du scalping et l'intraday. Donc l'intraday, c'est, on va dire, la qualité des trades, et le scalping, c'est la quantité du trade. Donc quand tu arrives à lier un petit peu les deux, tu peux, je pense, sortir quelque chose d'intéressant, te permettre, je dis bien entre guillemets, à la limite, de trader que le matin ou trader que l'après-midi, comme on disait, en fonction des ouvertures US, européennes, etc. Ok. Donc là, les gens qui te suivent ou qui suivent tes formations, donc en ligne, bah déjà tu donnes beaucoup de contenu gratuit via YouTube, via ta chaîne YouTube. Je suppose que tu as aussi un site. Et comment ça se passe après pour ceux qui suivent vraiment ta formation? Je suppose qu'il y a une formule payante. Exact. Alors, du coup, effectivement, je suis pas mal présent sur YouTube parce que c'est un plaisir. C'est justement aussi un peu ta chaîne qui m'a qui m'a déjà de fait connaître justement, et puis donner envie justement de proposer du contenu et partager, parce qu'on est aussi là pour partager. On n'est pas non plus des vendeurs à la sauvette, mais voilà. Partager, ça fait vraiment plaisir. Donc il y avait justement YouTube, j'essaye de pas mal partager donc tout ce qui va être plan du jour le matin sur Facebook, et à côté forcément il y a la formation. Donc là actuellement je propose 2 formations. Donc il y a l'initiation qui est en gros une quarantaine de vidéos sur un mois pour apprendre les bases du trading, et ensuite à la formation IST Pro. Ou la formation IST Pro, là tu as accès au live, donc on est en live le lundi jeudi. Tu as aussi tout ce qui est formation théorique, les vidéos, questions-réponses, tous les avantages, indicateurs, outils, etc. Donc on a vraiment le plus, l'intégral, c'est vraiment la formation en ligne. Et dans cette formation en ligne, via justement cette salle de marché, c'était l'occasion de faire ça, tu as en plus à l'inscription une journée en salle de marché. Donc on a plusieurs dates en fait tout au long de l'année, et tu peux venir justement gratuitement un jour comme ça, trader avec nous, revoir un petit peu justement tout ce qui est, comme on a au tableau, hein, le plan du jour, l'analyse active forex, la disposition, juste voir vraiment tout ce qui va être la routine en fait. Ouais. Mais du coup, aujourd'hui c'est une journée spéciale ou là les élèves sont présents en continu? Ils sont présents pour une semaine. Donc, comme je disais au début, c'est masterclass. Donc là, c'est un module extra en plus de la formation ST Pro. Là, c'est uniquement, dans un premier temps, aux étudiants qui étaient déjà présents depuis quelques mois maintenant, où en fait, pendant une semaine, on va revoir toutes les bases. Voilà, on va pas revoir toutes les bases non plus, mais revoir les fondamentaux pour justement mettre en application, trader comme on a fait hier, comme on a fait aujourd'hui. Potentiellement, je pense, on fera demain. Après, ça reste à voir par rapport à l'Allemagne, mais on verra bien s'il y a du forex d'intéressant. Ça marche. Et là, c'est après que vous allez avoir un cours, ou tu vas dispenser un cours, ou Alexis? Ça sera moi, toi, ouais. Et puis on va faire du cours sur, on a dit quoi? On a dit donc analyse de zone, ouais. Et puis gestion de risque. Très important, on en avait déjà parlé un petit peu via le tableau statistique, mais analyse de zone, c'est le plus important. Ce que je fais en analyse de fond en fait toutes les semaines, sur le DAX, sur l'euro dollar, sur le DO, pour essayer de voir un petit peu mes zones intraday, ce que je suis prêt à acheter, ce que je suis prêt à vendre, etc. Donc ça va être 2 cours. Je prévois jamais de cours à l'avance, c'est-à-dire que je vais pas mettre sur papier il y a ça exactement à telle ou telle heure. S'il y a quelque chose à trader, on le trade et on met le cours après. S'il n'y a rien à faire, on peut discuter entre nous
Et si on voit qu'il se passe vraiment rien, là on part sur un cours de ce qu'on a vu le matin. Ce qui était intéressant justement, c'est qu'hier matin on a fait un cours sur un peu les chandeliers japonais, la tendance, et on avait justement un setup exactement au moment où on expliquait le cours. Des matins c'était à 9h30, on a pris la position, c'était gagnant et puis basta. C'est encore plus intéressant, bien sûr, c'est pas tout le temps, mais c'est encore plus intéressant quand t'expliques un truc et puis ça se met en application direct après, quoi. Ouais. Ça fait plaisir. Et du coup, ouais, tu disais que Alexis travaille avec toi, donc du coup, toi, Alexis, tu t'occupes de quoi chez ICT? Moi, en gros, pour la faire simple, je suis secrétaire. Ouais. Donc je vais gérer tout ce qui est le service clientèle, répondre à toutes les demandes des clients. Ouais. Je suis aussi trader à côté, je scalpe avec Ishimoku. Donc tu es aussi passionné Ouais, de voilà, c'est trading. ça fait 1 an et demi maintenant que je trade. Ouais. Voilà. Ok. Et alors du coup, partout on voit Pro Real Time, c'est vraiment votre plateforme de référence Oui, que vous ouais, utilisez c'est vraiment tous? celle qu'on utilise. On considère, moi en tout cas, je considère que c'est vraiment la meilleure plateforme qui existe. Parce que Ouais. par rapport à MT4, il n'y a pas photo tout ce qu'on peut faire avec PRT, et même rien que le design, c'est bien meilleur qu'MT4. Ouais. Ok. Et tu te sers aussi des screeners, tout ça? Moi non, du tout. Vu que je suis scalper, ça va être point pivot, les zones 50-100 surtout, et Ishimoku. Je ne trade qu'avec ça. Ouais. Et depuis combien de temps, toi, tu t'intéresses au trading ou tu trades? Alors avant j'étais day trader et là je suis encore en compte démo pour le scalping parce que je m'entraîne encore. Ouais. Mais avant j'étais day trader Ishimoku aussi. Et là je passe au scalping parce que je m'ennuie quand je fais des trades d'une demi-heure, 1 heure, ça m'ennuie. Ok. Et ça va, ça se passe bien les résultats? Ouais, bah jeudi, vendredi j'ai fait 30 points chaque jour. Hier j'ai fait moins 18 et là je suis à plus 14. Ok. Et donc on va voir ouverture US. Bon, moi perso, c'est pas bon. Moi je suis vendeur DAX là. Je perds 30 points. On va voir l'après-midi. On va voir si ça bouge. Bah. Ouais. Vous allez trader ouverture US? Certainement. On va voir On ça. attend que ça. On va voir si on a- ouais. Ok. On va déjà voir si on a du mouvement. Après, on va voir si on va le trader justement. Je sais pas. Moi perso, j'ai fait ma journée, donc après, si je suis prêt à trader encore un peu plus, il va falloir vraiment un max de probabilité sur mes trades, quoi. C'est-à-dire que sur une journée comme ça, je vais au minimum prendre du premium, du élite, Ouais. et je vais pas m'intéresser aux petites positions classiques. Je pourrais prendre le matin, mais c'est pour au moins sécuriser ses bénéfices. Ce serait bête en tout cas de finir ta journée à quasiment 10 heures et puis de revenir à zéro à 18 heures, quoi. Ouais, bah c'est malheureusement parfois et régulièrement ce qui se passe. Hein. Exactement, ouais. Ça, faut savoir se raisonner. C'est ça, c'est tenir son plan et puis la psychologie qui suit. Et du coup, tu disais, toi, si tu atteins 3% de perte, de toute façon, tu arrêtes ta journée. Exactement. Mais par contre, en termes de gain, t'as pas de limite forcément. Simplement, tu vas être plus sélectif une fois que tu as atteint un premier objectif. Ben en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, cas concret justement de ce matin sur le SDN, ce que je fais, c'est qu'à partir du moment où j'ai mon gain journalier, je vais au minimum avoir des positions qui ont des probabilités de 75-80%. Ce qui fait que voilà, si éventuellement je perds, ce qui peut arriver, bon bah voilà, c'est comme ça, c'est le trading. Mais au moins, je préfère d'avance me sécuriser sur mes probabilités. Donc je vais vraiment tout miser sur la proba. Et ça, ces probabilités, c'est toi qui les as calculées ou tu te bases sur des études externes ou... Ah non, c'est sur mon plan à moi, c'est sur mes critères, mes propres critères. Ok. Donc c'est bien sûr, quand on parle de probabilité, c'est vraiment très théorique. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as 90% que tu vas forcément gagner, c'est très très théorique. Mais c'est au moins pour psychologiquement déjà te filtrer tes trades. Te dire est-ce que vraiment je suis dans la capacité de continuer une journée au risque de repartir à zéro, tout bêtement. Donc là par exemple, là, si j'ai un trade par exemple, je sais pas, sur le Forex ou un trade encore plus intéressant que je vais avoir, je vais peut-être prendre un trade qui est plus de 80% de probabilité, ou alors qu'un ratio par exemple de 2. Imaginons. Donc on parle encore une fois théorie, mais c'est vraiment pour sécuriser au maximum son investissement du matin. Parce que combien de fois on peut gagner le matin et puis tout perdre juste après juste avant même de quitter sa séance, sa station. Enfin c'est une catastrophe. Psychologiquement en tout cas c'est une catastrophe. Ok. Voilà, on essaye. Ça pour la psychologie. Que du discrétionnaire, pas d'automatique? Très peu d'automatique. J'allais dire que du discrétionnaire, mais bientôt de l'automatique. Ouais. Donc là, ça fait quelques mois même, ça fait même au moins, ça fait depuis au moins quasiment janvier, je dirais, 2019, donc on est en septembre, ouais, ça fait 9 mois maintenant. J'essaie de mettre au point en robot, donc c'est passé par pas mal de phases de test. J'ai testé un moment, je croyais il y a quelques temps, je croyais tenir quelque chose.
Bon, le robot il m'a ramassé, clairement. Donc on essaie de continuer à travailler sur un robot qui est automatique. J'avais le choix entre un robot un peu plus sécurisé et un peu plus agressif. Bon, bah malheureusement c'est comme ça, c'est la faiblesse de l'humain. J'ai testé en réel moi-même l'agressif, bon il m'a un peu fait mal. Donc là, on va commencer à partir sur aussi de l'automatique, pardon. Donc discrétionnaire, ça reste ma base de trading, mais c'est vrai que l'automatique, ça reste intéressant pour combler tes performances. Si imaginons que tu fais moins 1% ce mois-ci, objectif 5% sur un robot automatique, imaginons, tu peux arriver à combler tes pertes. Et c'est que analyse technique en discrétionnaire ou tu regardes quand même le contexte, le fondamental? Tout. Ouais, Ah tout. oui, tout. Bah, le fondamental, oui, forcément, quand tu as une annonce BCE, j'évite de trader avant ou Ouais. après. Mais si tu parles de fondamental pur, comme une action, je vais m'intéresser par exemple aux entreprises sur le DAX, etc. Non. Là, je vais vraiment tout miser sur le contexte, l'analyse technique. Ouais. Et le fondamental, quand je parle vraiment fondamental, c'est par exemple là, vendredi, on a l'NFP à 14h30. Bon, clairement, je vais éviter de trader au moins, allez, quasiment une demi-heure, une heure avant, une heure après. Et encore, en général, de toute façon, les marchés anticipent et puis le marché ne bouge pas du tout le vendredi matin. Mais là, quand je parle fondamental, c'est vraiment fondamental annonce économique. Après, je sais pas si tu parlais fondamental, toi, vraiment études. Bah, société, c'était de manière générale, savoir un ouais. peu si tu faisais que du technique, où là, a priori, c'est quelque chose qui est facile à automatiser. Mm. Par contre, si tu commences à intégrer du fondamental, comprendre un peu le contexte et tout, Ah oui, là, non, il y a une oui, vraie... alors, oui, alors, en termes d'automatique, oui, c'est sûr que c'est que du technique avec des indicateurs, etc. Ouais, Clairement, ouais. Ouais, parce qu'après, le fondamental en technique, ça reste. C'est bien délicat. en automatique. Ouais, c'est très délicat. Ouais, ouais. Ok, eh bah, merci Ibrahim pour cette présentation. Avec Je vous laisse plaisir. trader alors la session américaine, on va voir ce qui se passe et pourquoi pas écouter votre cours là tout à l'heure. Avec plaisir. Mon basse Alexis, il va être jaloux. Ah, c'est très proche ça. 73. Pas mal, hein. Ouais, 4-0. La C'est patience, ouais. Et pas sur, bah oui, comme tu m'as dit, ouverture d'eau. Et en plus, en contre réel, donc. Hein. Ouais. Ouais, dans le chapeau. Ça fait plaisir. Ouais. Franchement, ça fait plaisir. Bah, je peux te montrer ma performance parce que c'est la première fois que je performe autant que ça, quoi. T'as pris un trade de tout à l'heure? Non, non, j'ai pas pris Ah. de trade là maintenant. C'est déjà où ce truc-là? Le rapport détaillé, c'est ça? C'est ça, ouais. Statistique, résumé. Voilà. Donc, la journée, hein. 19. 7-0. Oh là là. Ça fait que des zéros en perdant, c'est beau ça. Alors après, 100% gagnant, quoi. Quand t'as des trades comme ça, ça fait plaisir. C'est génial. Ouais, c'est génial. Bon, après, maintenant, le plus important, c'est de voir comment tu vas gérer ta perte. Et effectivement, quand tu auras ta perte, combien tu vas perdre par rapport à ton gain, quoi. C'est le plus important. C'est vrai que c'est top d'avoir que du gain, mais c'est vrai que si... Moi, j'ai connu des gars, malheureusement, ils gagnaient beaucoup. J'ai même connu, tu vois, une personne qui tradait 198% du temps qui était gagnant, et un gain, ça... Choup, bonjour, au revoir. Nivelé, quoi. C'était compliqué. Mais après, oui, t'as des stop loss, t'as un bon stop loss sécurisé. De toute façon, je T'as une travaille toujours un gestion stop loss. risque abusée, hein, toujours, oui, hein. non, mais- Ouais, toujours. Là, on part sur des cas extrêmes. Non, mais c'est génial. Franchement, c'est top. Bien joué. Bon là l'ouverture elle est un peu nerveuse mais ça prend pas de grosse direction quoi. On retrace Plus beaucoup. que ça. Pas plus que ça sur le DAX, pas plus que ça. Mais malgré tout vous en êtes sorti quoi. Vous êtes vite sorti quoi. Vous avez pris des bouts de mouvement. Scalping, vraiment scalping, Ouais. 2-3 points, on sort. Mais Marc, toi aussi? Oui, tout à fait. Ouais. Mais depuis que je trade avec la méthode Ibrahim, bah, j'attends, j'ai une progression. Hein, Ah, c'est très bon. tu vois. Si on peut voir ça tous les jours, ça serait. Ça a quand même changé, quoi. Ah oui, ça c'est. Une belle pente, hein, franchement. Et quoi, sur les autres trades, t'avais pris à la part Euro CHF? Qu'est-ce que tu avais tradé du coup Depuis hier Ouais. Non, hier, j'ai pas tradé hier. T'as pas pris le DAX? Non. Ah, dommage. Hier, j'ai pas pris le DAX. Pris le DAX avec nous, c'est dommage ça. Ah, est-ce que le DAX. Bon, après, le point d'entrée, c'est vrai qu'il était assez. Il était rapide. Hein. Mm. Le point d'entrée, vous êtes arrivé, on a pris quoi? On a pris direct, Ouais, c'est ça. direct DAX à l'ouverture quasiment. Bah, il fallait se mettre de l'ambiance. Hein. Mais après, c'est vrai que le DAX, il donnait pas de respiration en fait dès le début de la matinée. C'est ça. Donc il fallait juste intervenir sur une continuation, il fallait ressentir l'explosion et puis rentrer dedans. Moi le DAX je l'aime bien, je le traite mais il me stresse un peu quand même. Et encore ce matin là, qu'est-ce qu'il il fait une Ouais, lèche. non, mais ce matin. Mais c'est souvent ça, hein. C'est pas du tout la première fois. Moi c'est souvent que le DAX d'un seul coup il décale. de 100 points. Là, par contre, Bah normalement, c'est en régulier. général, Hein. c'est limite expliqué.
ou explicable. Mais là, franchement, une mèche comme ça, j'ai pas compris. Pourquoi pas? J'ai voulu shorter ensuite à la clôture de la mèche, Ouais. parce que j'ai trouvé que c'était un très très bon gros signal de short. Non, bah moi c'est le contraire. Moi j'ai sorti, comme je t'ai dit tout à l'heure, Ouais. plusieurs fois, mais du coup j'ai fermé 3/5 et c'est dommage parce que direct ça a baissé. Du coup t'as pris du profit toi sur ta vente. Bah non, du coup je l'ai pas fait. Ah, tu l'as pas Je l'ai fait? pas fait, mais j'ai été tenté. Le marché est reparti rapidement à la hausse, je me suis dit bon, tant pis, après je te dis, j'étais sur l'USD Yen à la vente. Ouais. Donc voilà, j'ai préféré me focus sur un marché, ça commençait à prendre un petit peu. Bon, on s'est fait sortir à BE, on a réussi à structurer quelques profits juste avant, mais voilà, il faudrait que ce pas forcément de bonne humeur quoi. Bon, c'est pas grave, hein, il est quoi? Il est 15h52. On a encore allez, je dirais 2 petites heures. Je pense qu'on a encore 2 petites heures pour sortir quelque chose. Tu vas continuer toi un petit peu à scalper ou Moi je vais être patient, je vais voir s'il y a une opportunité qui se présente et à la suite je verrai. carrément. Moi, je pense qu'il y aura une bonne opportunité à la baisse qui va tomber tout à l'heure Sur quoi? pour combler le gap du dos du vendredi qu'on a laissé derrière. Ah ouais? Ouais, Je pense pas. Toi, tu nous fais une barbarie quoi. Tu regardes ton graphique. Non, non, pas moi, là, je calme. là. Tu nous fais une C'est barbarie. pas ça, c'est le dos. Le dos, tu disais quoi du coup le dos? En fait, on a le gap qui est pas comblé. Ouais, bah après, quand est-ce qu'on va le combler, ça je sais pas. Parce que là, t'es déjà en train de combler le gap actuel. T'es déjà en train de combler ce gap-là, en cours, Oui. celui-ci là. Ouais. C'est la clôture. On est déjà pile poil dessus. Donc là, tu regardes toi les gaps? ah ouais, toujours. Ça, Ouais. franchement, pas sur l'ouverture US, mais sur l'ouverture EU, franchement, les gaps, ça c'est ma priorité. Ouais. Ça, c'est vraiment les configurations que je regarde. Notamment, déjà connaître au moins le sens du gap, Mhm. au moins savoir qu'est-ce qui se passe là-dessus, en fonction de si c'est un gap haussier, un gap baissier, en fonction du contexte. Ouais. J'avais fait une vidéo notamment sur YouTube il y a quelques jours justement sur les 3 différents types de gap, donc gap de continuation, gap de rupture ou gap de retournement. T'en as plus forcément, mais c'est quand même les 3 gaps principaux que tu retrouves. T'as tellement d'informations à prendre avec les gaps. Je trouve qu'on les sous-estime, et encore plus justement quand tu leur connais leur sens, encore plus justement notamment, là, je montrais ici justement, on en parlait pas mal ce matin, justement avec les gaps ici avec les gaps qui sont non comblés. Donc les gaps non comblés, tu veux, moi je fais partie du club qui dit qu'un gap il est comblé à la clôture et non pas sur des mèches. Ah ouais? Donc moi mes gaps sur le DAX je les regarde en 15 minutes dans un premier temps. On avait effectivement ici un gap, donc ça c'est une analyse qu'on fait tous les matins. Mhm. Donc un support aimant, une résistance aimante, une zone haute, une zone basse. Ouais, bah ça je le fais pas mal moi aussi. Ça, je trouve ça limite obligatoire. Hein. Par contre, je ne trace pas de la même manière parce que toi je vois que tu intègres en fait des zones qu'on n'a pas vraiment travaillées. Exactement. Alors que moi non, moi je me base Cette que zone-là, sur les précédents, plus haut et plus bas. Et en fait ce que je fais c'est que les corps, ça me fait ma première partie et les mèches la deuxième. Mais toi je vois que tu mets même des supports plus bas. Ouais. Tu fais notamment avec le market profile dans ce cas-là, non? Non, Ça je le fais à la t'analyse un main petit peu quoi. D'accord, ok. Bah, si tu veux, moi cette zone-là, support aimant, je l'ai analysé avec justement ce gap-là. Ouais. Donc tout ce qui vraiment va être gap non comblé, franchement pour moi c'est mes niveaux prioritaires. Donc c'est pour ça que je différencie bien support aimant et zone basse intraday, Mhm. parce que les niveaux aimants, donc un en haut, un en bas, c'est vraiment pour moi les niveaux où le marché va avoir une grosse probabilité d'aller le chercher. En fait il va être aimanté, zone aimante. Ce gap-là, pour moi, c'est un gap très important. On a été recherché une fois, notamment après on a eu une énorme mèche à la hausse, mais je garde en tête que tant que c'est de la mèche, pour moi, c'est pas encore travaillé. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est que c'est reparti ensuite, là, cette fois-ci, pile poil sur niveau, aller combler en clôture. Voilà. Mais c'est vrai que le gap, je m'en sers énormément dans mon trading. Combler, si on peut limite avoir une petite position scalping à la baisse, ou quelque chose qu'on peut travailler à la vente, un signal de vente dans cette zone-là, pourquoi pas. Alors, moi je suis d'accord ouais, que de toute façon c'est le cas, hein, les gaps attirent les cours, je les regarde mais pas plus que ça, alors franchement je devrais peut-être plus les regarder parce que souvent quand on commence à combler un gap, c'est souvent une accélération pour aller jusqu'au bout, donc c'est quand même mettre les probabilités dans son sens. Et par contre une problématique qu'on a maintenant sur des indices comme le Dow Jones ou le Nasdaq qui code quasiment 24 heures sur 24, c'est comment tu considères le gap. Ça c'est la question. Moi je suis pas forcément gros trader de dos, je Ouais. très 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 rarement. C'est pour ça que je préfère me spécialiser sur le DAX, parce que comme vous êtes tout à l'heure, parce que c'est plus simple à analyser. En termes d'interprétation, tu vois t'as ça, bam, ok, ce matin on avait un gap baissier, on est venu quasiment le combler avec une mèche, on est reparti. Voilà, après tu as des contextes
tu as des contextes encore plus intéressants. Et ça, tu as des contextes encore plus intéressants sur forcément des marchés aussi. Alors, je vais juste d'ailleurs enlever des indicateurs parce que sinon ça va faire un petit peu lourd, je trouve, à la vue. Tu as des marchés sur des contextes haussiers qui te donnent masse d'informations. Tu as des marchés haussiers, quand tu as des gaps haussiers dans un contexte haussier, bah, clairement tu vas te dire bah, je vais pas vendre quoi. Donc les gaps haussiers dans un contexte convergent haussier, c'est pas censé être des gaps qui vont se faire combler en termes de probabilité bien sûr. On parle toujours encore une fois théoriquement. Donc à partir de là, tu as quand même des informations super intéressantes. Je sais pas c'était quand, alors c'était peut-être un tout petit peu plus longtemps, on avait shorté dans ce contexte-là. Il faudrait que je retrouve le trade sur Facebook, je l'avais partagé sur Facebook il y a longtemps. Tu vois, là, sur un marché comme celui-ci, tu as le pivot hebdo qui est baissier, le pivot journalier qui est baissier. Moi je me sers beaucoup des pivots. Ça c'est beaucoup de mes vidéos sur YouTube qui sont sur le pivot. Ouais. C'est un indicateur que je trouve qui est tellement intéressant, qui malheureusement n'est pas bien expliqué. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne s'en sert pas de la bonne façon. Moi je m'en sers tout bêtement, au-dessus j'achète, en dessous je vends. Alors, en tout cas je vais orienter mon trading. Et là quand tu vois que tu as un marché très baissier comme celui-ci, gap baissier, le marché continue à baisser. Gap baissier, on vient chercher, le marché continue à baisser, etc. Donc c'est vrai que les gaps, de mon sens, sont très importants. Et ça fait en fait partie du contexte, tout bêtement. C'est-à-dire que quand tu posais la question tout à l'heure, est-ce que tu vas analyser le contexte, etc. Bah clairement oui. Donc, le contexte, c'est vraiment tout l'environnement de ton marché. Si tu as effectivement pivot H, pivot J baissier, et qu'à côté, tu as la moyenne mobile 100 qui est convergence baissière, tu as, je sais pas, un gap baissier, donc un gap de continuation, etc. C'est sûr qu'en termes de probabilité, tu vas pas t'amuser limite à acheter. Si tu es un trader de tendance, bien sûr, je parle, tu vas clairement aller chercher de la vente et te faire un maximum plaisir. C'est sûr que dans un contexte comme celui-ci, je vais peut-être pas forcément m'arrêter à un seul trade gagnant, à moins que mon ratio soit important. Exemple, je me rappelle justement, j'avais shorté, vraiment je retrouve la publication, j'avais shorté quelque part par là. Quoique non, autant pour moi, je pense plutôt avoir shorté quelque part par ici. Là j'avais un ratio qui était très intéressant, il me semble que j'avais un ratio de 2,5. Sur un trade comme ça, bon clairement je vais en faire qu'un. Je vais en faire qu'un parce que pourquoi aller chercher plus loin alors que tu as pris déjà une bonne partie de la tendance. 1% de risque pour 2,5% de gain, c'est une très très bonne journée quoi. Ouais. Donc ouais, c'est le fait d'analyser tout l'environnement de son marché, c'est super important. Et quand tu vois des gaps pareils, bah, ça donne envie quoi. Ça donne envie de vraiment suivre le mouvement. Voilà, après il y en a qui aiment aussi trader en contre-tendance sur des plus bas. Pourquoi pas? Moi je pense qu'il faut tout. Si en plus de ça tu arrives à trader la tendance et trader la contre-tendance quand tu as des signaux de retournement, voilà, tu es 2 fois plus rentable, enfin 2 fois plus potentiellement rentable, c'est sûr. Donc ouais, les gaps c'est vraiment des éléments qui sont, je trouve, à intégrer dans son analyse technique. Et la logique derrière les gaps, c'est, moi, de ce que j'ai compris, c'est comme c'est des niveaux qui n'ont pas été distribués, on revient dessus pour que les gens qui voulaient rentrer, les investisseurs qui voulaient rentrer à ces prix, soient servis. Mais honnêtement, on m'a dit ça, j'ai dit oui, mais je comprends pas bien la logique en fait. Pourquoi on devrait revenir si les cours sont partis au-dessus, la force d'attraction? Ça par contre, ouais, ça à ce niveau purement financier, je sais pas. Ouais. Ça je peux te dire. Mais c'est juste que je trouve depuis ces 6 dernières années de voir les gaps forcément tous les matins sur le texte. Tu vois que c'est efficace. Tu vois que c'est efficace. C'est des trous de cotation. Moi, je peux interpréter ça plus comme forcément des niveaux psychologiques. Tu te dis que forcément, comme il y a eu un trou de cotation, comme tu disais, il y a des investisseurs qui veulent revenir sur le niveau de prix. Après, est-ce qu'ils veulent racheter ou revendre? Ça, après, peu importe. Moi, ce qui juste m'intéresse de me dire, c'est que ces niveaux sont effectivement attirent le marché. Ouais. Et s'ils attirent le marché, ben, c'est à toi après de profiter, de trouver des signaux vendeurs et d'aller chercher. Là, on a un gap, bon, je vais décaler un peu le marché. Là, tu as un gap acheteur. Bon, j'avais une statistique à l'époque, il me semble que c'était, je sais plus sur quel site, qui disait justement, je pense, en termes de probabilité de combler le gap le jour même, 33 le jour d'après, enfin, pour vous expliquer que c'est pas parce que tu as un gap que forcément il va être comblé le jour même. Ça peut, bien sûr, mais tu vois, tu as une baisse, bam, ça revient à la mèche, encore une fois intéressant, ça comble la mèche, ça repart, et là ça remonte une deuxième fois à la mèche, ça repart, ça remonte, et là, tu as ton comblement sur la clôture. Ouais. Donc c'est voilà, c'est en fait cette logique, et je trouve ça très intéressant cette logique, c'est pour ça que j'ai partagé avec mes étudiants, c'est que cette logique de tant qu'on comble pas avec un corps, je garde dans ma tête le gap qu'en étant non comblé. Preuve ici une fois,
Preuve ici 2 fois. Et preuve, ça sera une 3e fois, preuve, ce qui justement, ça dépend de la publication de la vidéo, mais preuve une énième fois si le marché remonte à la hausse. Donc pour moi, les gars, ça reste des niveaux très importants. Et ce serait dommage justement de s'en séparer, quoi. Ouais. Ce serait dommage. Ok. Alors, Alexis, je sais pas s'il est encore en train de trader. je serai toujours ici. Ah oui, on va pas le déranger alors. Ah oui, 100% concentré en scalping. Ouais, bah il faut. Quand tu prends 2-3 pips, c'est vrai que t'as intérêt à rester de ton côté, concentré à 100%. Il y en a qui aiment avec leur musique et tout. Bon, c'est vrai que j'ai tradé avec un peu de musique à l'époque, bon là, je préfère un petit peu échanger avec les étudiants, mais c'est vrai que ouais, scalping c'est des avantages, il faut 100% focus et il suffit que tu sois dérangé une petite seconde, tu peux perdre un pip, et un pip sur une gestion X ça fait mal. Bon, DAX toujours inchangé hein, sur l'ouverture US. J'ai pris 10 points Encore. sur l'ouverture US. C'est une mitraillette. J'ai une procédure bien spécifique. Donc sur cette procédure-là, j'ai vraiment plusieurs éléments que je vais tout le temps faire chaque fois que je fais mon analyse. Première chose à faire, donc j'ai aussi après mon code couleur spécifique, je vais le mettre en grand écran juste en haut. La chose à faire, le plus haut et le plus bas. Donc sur mon graphique, hein, je ne vais pas non plus dézoomer comme un porc, mais c'est vrai que sur UG on est assez limité. Enfin, sur PRT, pardon. Le haut, alors je vais bien sûr supprimer la ligne d'en haut. En haut, en violet, et mon plus bas. Bon, ouais, je place le plus bas, mais comme on est sur du mensuel, on va clairement pas aller chercher les 8300 bientôt. Peu importe, j'ai mon plus haut et j'ai mon plus bas. Ça c'est mon premier code couleur, c'est ma première information que je détecte sur mon marché. La deuxième chose que je fais par la suite, ça va être d'identifier, grâce à mon Fibonacci, les 50%. Ce qui m'intéresse avec ce Fibonacci, c'est d'aller chercher tous les 50% des vagues. Quand je parle de vagues, c'est quand on identifie justement un plus bas et un plus haut. Donc un plus haut, par exemple ici, et un plus bas. Donc ça peut être effectivement une vague. Un plus bas et un plus haut, une seconde vague. Et l'instant T, au moment où on se parle, la vague actuelle, le plus haut. Et là justement, ce plus bas, aux alentours des 11 800, 11 700 exactement. Donc je vais en fait vraiment aller chercher les 50% de Fibonacci. Alors bien sûr, encore une fois, sur du mensuel, il va y avoir très peu de niveaux clés. Par contre, forcément, comme c'est un niveau très... comme c'est une unité de temps supérieure, c'est forcément, ça va être un niveau beaucoup plus clé et qui a beaucoup plus d'importance que si c'était par exemple une vague Fibonacci 50 sur du H1. Donc, hop, on supprime les flèches et mécaniquement, on va aller chercher donc cette vague. L'avantage maintenant que vous avez sur PRT, c'est qu'imaginons, ici je mets une ligne en violet, je peux faire clic droit sur configurer et je peux effectivement ajouter du texte. Je peux même l'ajouter à droite, je peux mettre, je sais pas, support clé, et il se retrouve directement à droite. Ça c'est un élément qui a mis du temps quand même à être mis en place sur la plateforme ProRealTime. Ça a été mis en place, si je ne dis pas de bêtises, depuis 1 an et demi maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque ça manquait énormément, et enfin c'est d'actualité. Donc 50% de Fibonacci, je vais aller chercher. Ce que je fais pour être le plus précis possible, on cherche là, sur des octets temps mensuels, on cherche à être le plus précis. Je pose une ligne à côté, clic droit configurer, et je vais tout simplement recopier la valeur. Moi-même, 10 900, ce serait bien si j'écrivais, 10 984.2. Comme ça, je suis sûr d'avoir le pic près, et non de mettre ça à quelques pics près. Sur du mensuel, quelques pics près, c'est quelques centaines peut-être de pics près. Donc voilà, on préfère au moins être le plus précis possible. Donc on a déjà ce premier niveau. Deuxième niveau, on l'a dit, vague ici à vague ici. Et vous allez remarquer justement, mais exactement comme ce qu'on fait le matin sur le PDJ, c'est que inconsciemment, au fur et à mesure qu'on va tracer justement les niveaux clés, là on fait encore une fois du bricolage. On bricole, on tape des niveaux, on tape des niveaux, on tape des niveaux. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte que les zones s'auto-tracent entre elles. Et à partir de là, notre dernier travail sur du M1, sur du M15 plutôt et du H1, ça va être d'essayer, comme ce matin, de regrouper les zones, de regrouper les lignes et d'en faire une zone commune. Donc ici, c'est pareil, 11 400, là, 11 148.8. 11 000, ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi.
c'est que j'ai trop d'alertes qui sonnent et du coup ça s'annule. 11 148.8. On a la ligne, on supprime et on passe à la suite. Et on fait en fait cet enchaînement tout le temps. Hop, en haut, en bas. Ça c'est la vague la plus importante. On le voit, hein. On le voit dès maintenant. Hein. Rien qu'en mensuel, ça a déjà fait son effet. Alors il n'y a pas de découverte mystère, il n'y a pas de miracle. Les 50% de Fibonacci sont des niveaux très appréciés par les investisseurs. Très appréciés. 12 652.9. Clic droit, supprimer, et on a nos niveaux. Ça va être la deuxième étape de mon tracé sur mon unité de temps d'analyse. Troisième étape, ça va être maintenant les indicateurs techniques. Effectivement, là par contre, je ne prends pas de crédit personnellement. Je me suis beaucoup inspiré pour les bandes de Bollinger et pour Ishimoku notamment, parce que c'est comme ça aussi que cette personne va énormément analyser. C'est notamment Rodolphe Stephan, qui lui va beaucoup analyser aussi sur les Bollinger et Ishimoku. Et j'ai trouvé ça très pertinent. Et il ne faut pas non plus avant de s'inspirer de personnes qui réussissent. Donc effectivement, quand on arrive à trouver des similitudes sur des niveaux clés, comme on le voit en haut, la Kijun qui est plate, la borne basse de Bollinger, où elle-même les bandes de Bollinger commencent à se resserrer, c'est du contexte, c'est des éléments qu'on prend en compte. Je pose, et cette fois-ci, je peux me permettre de mettre ça, par exemple en bleu. Par exemple. Et je continue, je cherche des niveaux clés. En bleu, on s'aperçoit ici que la bande de Bollinger est là. Les bandes de Bollinger, elles sont importantes. Elles sont clairement importantes. Quatrième et dernière étape, sur ce marché-là, on repasse en violet. Ça va être d'identifier des plus hauts et des plus bas, qui eux n'ont pas été identifiés par des plus hauts extrêmes. Quand je parle de plus hauts et de plus bas extrêmes, je parle ici, on en parlait ce matin aussi et hier matin, de reverse. Reverse, différence entre reverse et rebond. Rebond, c'est des marchés qui vont avoir des rebonds sur quelques pips et venir tout doucement sur une droite de tendance, une ligne, etc. Reverse, c'est une mèche qui repart violemment. Vraiment, rebond, c'est tranquille. Reverse, c'est la violence. Que dire de plus sur un marché comme celui-ci? Bon, ça fait quand même pas mal de lignes, on le voit. Bon, je vais essayer de supprimer aussi tout ce qui va être résistance 2, résistance 3. Bon, on va carrément supprimer tout ce qui va être point pivot. On peut même supprimer justement après tout le reste des indicateurs. L'objectif, c'est pas non plus que vous ayez un graphique illisible. L'objectif, c'est quand même que vous puissiez aussi vous repérer vous-même. Que vous ayez au moins une vue avec les informations importantes, les informations clés, sans pour autant se perdre, se dire mais tiens c'est quel indicateur, c'est que c'est exact à peu près. Là je pourrais vous montrer un graphique juste là. Bon, ce graphique effectivement il paraît compliqué. Bon, ouais, moi c'est une habitude de le voir, donc moi ça me paraît correct. Maintenant, certes c'est quasiment illisible, dans le sens où le marché est en range. Donc en range avec Ishimoku, autant vous dire que le graphique, voilà, c'est plus un Picasso qu'autre chose. Donc voilà pour les zones. Voilà pour les zones. Rien à dire de plus. On a quand même ce range qui tient. Limite on pourrait aussi, très attention, on pourrait peut-être même la descendre un petit peu cette zone. Juste là. Très important quand même. Le range, le gap pardon, qui peut être clé. Mais dans l'ensemble, on garde ce même système d'information. Les zones sont très bien tracées. Alors forcément elles se respectent aussi parce qu'on a fait l'analyse maintenant. C'est normal qu'on prenne appui aussi sur ce qui s'est passé en historique. Mais globalement, je pense que ça reste une très bonne analyse. Encore une fois, voilà, je pense que les performances de l'analyse parlent d'elles-mêmes. C'est au fur et à mesure de s'entraîner justement à l'analyse technique que ça vient. C'est clair que la première analyse technique qu'on fait, c'est pas non plus un miracle. Voilà. L'analyse technique, même dans 30 ans, c'est pas non plus du 100%. Mais une fois qu'on commence justement à s'habituer à tracer les zones, à comprendre les zones, à les contextualiser, c'est là justement on va se rendre compte de certaines probabilités, certaines coïncidences. Quand je vous dis tout à l'heure que j'ai une approche assez spéciale lorsqu'on va rebondir sur le niveau imaginaire, c'est peut-être bête, même moi des fois je me dis que c'est un peu bête à le dire, mais ça marche très bien, ça marche extrêmement bien. La preuve encore une fois, sur le dos c'était gagnant, parce que j'ai identifié la zone, donc on pourrait aller revoir, je sais pas si c'est, peut-être c'était sur l'euro-dollar peut-être même, je sais plus exactement si c'était, non c'était pas sur ça. Ah bah si, c'est ça. Si c'est ça. Alors attendez, je vais vous enlever ça. Vous allez voir justement la liste que j'avais donnée, mais
surtout comprendre pourquoi. Ouais, effectivement, il n'y a plus rien par contre si je mets ça. Voilà, parfait. Donc ligne rouge, on l'a dit, analyse faite avant la ligne rouge, bien sûr. Ce serait pas forcément très drôle avant. Et le plan, il était sur cassure des 1.15 572 pour aller chercher l'objectif 1.15 272. Marché, pile poil dessus, pas pile poil non plus, mais très bonne bougie, on repart juste après. Pourquoi? Bah allez, hop, juste là, tout bêtement. 1, 2, 3, 4. 4 rebonds, ici, 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 ici dans la zone. On me dit, ouais, c'est un peu bizarre ça. Et je suis quasiment sûr que personne n'aimerait trader dans la zone. Et c'est peut-être aussi ça la psychologie. C'est le fait justement que personne ne veuille trader dans la zone qui nous fait justement entrer. Si vous suivez pas mal de fois les lives, des fois je rentre sur des positions où je me dis, wow, elle est vraiment dégueulasse cette position. Et des fois je rentre pas sur des positions, bah rappelez-vous, c'était pas hier justement, c'était hier. Hier sur le marché, l'explosion du DAX à la hausse. Il n'y avait pas une ICT juste après, à la hausse, vous vous rappelez? Il y avait une ICT et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit lundi. bah c'est ça, donc c'était hier. Ouais. J'ai dit Ah oui, je l'ai prise. oui, La journée, quand tu veux. c'est ça. Ouais. La position, elle était à l'heure, et ce qui m'a renforcé dans l'idée que je ne voulais pas prendre la position, c'est que je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, il y a quoi en ce moment? Vous étiez tous en train de dire, ouais, on veut acheter, on veut acheter. Quand moi j'entends, je veux acheter partout, moi j'ai plutôt envie de vendre, limite. Parce que ça paraît tellement, en fait, simple, logique, et ça paraît tellement, en fait, comment dire, c'est tellement subliminal comme signal acheteur, qu'il faut être encore plus malin et se dire, si c'est subliminal, si c'est évident, c'est le mot, si c'est évident, le market maker derrière, il va plutôt avoir tendance à vendre. Là, c'est exactement ça. La zone est très bien prise parce que personne ne peut techniquement vendre. Moi, personnellement, si j'ai acheté, c'est par rapport à la configuration. Oui, oui. qu'il y avait. Oui, mais tu vois, J'ai justement, il y avait une ICT, il y avait nous-mêmes un point d'achat dans notre stratégie, mais la position était tellement, je veux dire, logique, que tu avais envie de dire, ah, mais en fait, non, c'est une arnaque. C'est une arnaque de marché typique, acheté. C'est un ressenti. clair et net. C'est ça, après, c'est le ressenti. C'est ça aussi ce que je disais, c'est que le ressenti, malheureusement, ça s'entraîne, ça vient avec le temps. Mais sur des choses pareilles, t'es là, c'est logique d'acheter en fait. C'est tellement logique, c'est tellement... Quand tout le monde a le même point de vue sur le marché, moi personnellement j'ai tendance à me dire, oula, ok, est-ce que réellement je devrais adopter le même point de vue? C'est à côté, hein. Tu prends un paradoxe assez bête, tu as 90% de trades gagnants, de traders perdants. C'est pas beau, mais bon. Tu as 90% de traders perdants. Tu prends n'importe quelle stratégie de trader perdant, tu fais l'inverse. Au lieu d'acheter, tu vends. Et entre guillemets, tu es censé être gagnant. Bah là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si tout le monde veut acheter, si c'est tellement logique, oui, tu peux vendre. J'avais fait à l'époque, j'avais vu une revue justement de magazine, j'en avais pas mal parlé, j'en parlerai peut-être dans une vidéo YouTube, un de ces quatre. J'avais regardé une revue de magazine américain. C'était quoi? L'entête c'était 10 raisons pour lesquelles vous devez acheter du pétrole. Quand tu vois ça, c'est un magazine américain super connu. La première chose que j'ai fait, j'ai été sur mon compte, j'ai vendu. Ah, je pense que c'est un de mes plus beaux trades que j'ai fait, de tout mon trade. Parce que c'est parti tellement à la baisse, c'était impressionnant. Parce que le consensus, tu vois, tu connais les, comment on appelle ça, les, ah mince, tu sais, les grandes figures du trading, je sais plus, il y avait un mot technique pour dire ça. Bref, Gourou. c'est ça, exactement. T'as tellement de gourous à côté qui disent ouais faire ça, que, en fait ils donnent un consensus. Si tu attends un consensus haussier, en général ça part à la baisse. C'est comme par exemple un banquier qui dit à son client C'est ça. C'est comme un courtier, où les courtiers aujourd'hui commencent à proposer de la gestion de ton compte. Tu vas pas proposer à ton courtier de gérer ton compte. Tu as aujourd'hui des courtiers qui ont des personnes qui sont engagées pour trader à la place du client. Bon, bah, je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a clairement pas de sens. Donc là, c'est le même principe. C'est exactement le principe. T'as un consensus trop important. Moi, ça m'arrive des fois, sur une position à l'achat que j'ai, de trader en sens contraire. Donc au lieu de, par exemple, ici, à l'ICT à l'achat qu'on avait, bah, je pourrais la vendre au contraire. Parce que pour moi, le consensus est tellement important à haussier que je me dis c'est 100% une arnaque. T'as le pif, tu le sens, c'est de la camelote. Et tu te mets à vendre. Tu préfères être en contre-tendance du coup Exactement, c'est ça.
Je joue la probabilité en fait. Et c'est justement intéressant ce qu'on disait Fabien, parce que Jean-Luc Lussac, justement, il a ce système, si je dis pas de bêtises, de réflexion. À savoir que lorsqu'il a un marché en contre-tendance et il estime que ça commence limite à devenir une arnaque, il me semble qu'il intervient soit dans le sens contraire, soit dans le bon sens. Il se dit qu'il va lutter contre le consensus. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, il a une psychologie qui est approximativement basée là-dessus. Et je trouve ça super intéressant. Je trouve ça intéressant justement de pas non plus bêtement trop suivre la tendance, quoi. Parce que la tendance, effectivement, elle peut être présente, elle peut être très intéressante, elle peut être très importante même. Dans un marché aussi baissier que ça, c'est logique. Mais c'est vrai que par moment, l'arnaque, tu la sens. Tu te dis, bon bah là, clairement, t'as tellement de signaux acheteurs ou vendeurs que ça peut que repartir en sens contraire. Ouais, je sais pas, il faudrait voir une étude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les particuliers se mettent toujours en majorité contre la tendance tôt ou tard. Donc le consensus devient inverse. C'est ce qu'on voit tout le temps dans le SSI, mais à mon avis, ça repose plus sur le fait que les gens prennent pas leurs pertes et prennent vite les gains, ce qui fait que ça crée le déséquilibre. Après, concernant le consensus, je pense que il faudrait avoir des chiffres précis, parce que des fois, il y a des trucs qu'on sent et puis effectivement ça se confirme, des grandes tendances de fond, je sais pas, comme par exemple Internet ou des choses comme ça. Alors malgré tout, des fois, même quand tu as un consensus qui est juste comme Internet, tu vois, il y a eu la bulle Internet en début 2000, et effectivement Internet c'était une révolution. Mais il y a quand même eu une bulle et il y a eu une énorme explosion. Les crypto-monnaies, ça va peut-être être la même chose, pour l'instant on ne sait pas, peut-être ça va être juste un feu de paille et ça va disparaître, ou alors il y aura eu une bulle qui a explosé, mais après on repart. Donc je sais pas, franchement... il faut se faire son propre avis, c'est dur à mon avis, tirer des conclusions sur un consensus, quoi. Ça, bon après, bien sûr, oui, c'est des réflexions personnelles à se faire, Ouais. en fonction de ce que tu peux voir sur le marché. Après, c'est vrai que là, tu parles d'Internet, Bitcoin, mais c'est vrai que c'est sur du plus grande échelle. C'est vrai que le Bitcoin, Internet, c'est une très bonne création, et en même temps, pas une très bonne création. Enfin, il y a du plus et du moins. Le Bitcoin, c'est pareil. Je sais pas si le Bitcoin a énormément d'avenir. Par contre, la crypto-monnaie en elle-même, oui, il y en a, c'est clair. Enfin, je veux dire, une monnaie virtuelle, c'est un énorme impact sur notre société, même de manière générale. Maintenant, là, c'est vraiment sur du court terme. J'avais fait une vidéo justement sur le trading de range. Pour moi, les sorties de range, c'est de plus en plus difficile à trader. Parce que des sorties des faux signaux. T'as beaucoup Ouais. de faux signaux. C'est incroyable. Et moi, tu sais, c'est pour ça que j'aime bien les ouvertures, parce qu'en fait, lors des ouvertures, comme c'est un peu le bordel et qu'il y a énormément de monde qui fait énormément de choses, énormément de volume, c'est moins facile, à mon avis, de vraiment voilà, que des grosses mains fassent des pièges. Quand t'as des marchés plus calmes avec des ranges où c'est évident que si on va casser un niveau, t'as tant d'ordres qui vont être déclenchés, t'as plus de chances d'avoir des faux signaux. Mais je suis pas sûr de ce que je te dis, c'est une impression. C'est ta vision, quoi. Ouais, voilà. Mais ouais, non, c'est... Et ouais, toi, crypto, non, pas du tout. Hein. Tu traites pas du tout les cryptos. Je dis, comme j'ai investi un peu sur l'Ethereum, j'ai mis 200 €, donc c'est rien du tout. Mais ça me dit rien. Ouais. Ça me dit rien. Mais je suis quand même intéressé de suivre l'évolution de la crypto-monnaie, parce que ça reste une révolution. Ça reste une très très grosse révolution. Maintenant, c'était quasiment assuré que la crypto-monnaie allait être populaire. Parce que qui dit une monnaie, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, intraçable et anonyme, clairement, vu les activités de beaucoup de personnes, en tout ce qui est criminel, etc., c'est sûr que ça a un impact énorme. Tout ce qui est les histoires de tu peux acheter tout ce qui va être les armes, la drogue, etc. sur internet, bon bah ça c'est une réalité, tu passes sous des sous-internet, donc le darknet notamment. Toutes les transactions sur le darknet se font en bitcoin. Normal, on va pas payer en euros pour acheter par exemple une AK-47, ça paraît logique. Et forcément, quand tu as plein d'acheteurs qui peuvent être anonymes comme ça, la crypto-monnaie elle ne peut qu'avoir de la popularité. Maintenant, après, la crypto-monnaie, il ne faut pas qu'elle serve qu'à ça, c'est normal. Mais c'est vrai que j'ai regardé justement une nouvelle il n'y a pas très longtemps, le PSG apparemment a créé une crypto-monnaie. Ah ouais? Mais c'est vrai ou pas? Parce que moi j'en ai pas entendu parler, tu vois, à mon avis s'ils auraient vraiment fait, on aurait vu des pubs, etc. Par exemple, je vois des crypto-monnaies qui s'appellent R7 ou Ronaldo ou des trucs comme ça, mais je sais pas si c'est du tout officiel ou... En fait, tout le monde peut créer sa crypto-monnaie. Ouais. Mais donc c'est pas le PSG lui-même, c'est un fan du PSG peut-être qui l'a créé. Non, c'est PSG. Ah bon? C'est par sa propre crypto-monnaie. Ok. Ouais, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas après
Mais après, c'est ça aussi. Bien sûr que ce genre de truc peut avoir beaucoup de succès. Hein. Ouais. Après, le problème, quand même, c'est que justement, tout le monde peut créer sa crypto. Moi, demain, je peux créer ma crypto. Bon, après, je sais pas comment ça se fait, je sais pas combien ça coûte, etc. Mais à voir. À voir sur du long terme. Quoi. Ouais. Ça y est, t'as fini la session là? Ouais, je pense. Ouais, bon, j'ai tradé, bon, j'ai déjà techniquement fini ma session depuis ce matin. Là, c'était vraiment... Ton analyse, je veux dire. Ah, l'analyse, ouais, j'ai fini l'analyse, ouais. Ouais. Donne mal de tête, hein. Quand t'as autant de niveaux comme ça après à sélectionner, à bien mettre en œuvre, etc., c'est que ça prend. Mais c'est important, quoi. C'est quand même important de faire une analyse comme ça tous les fins de semaine, tous les fins de mois, remettre au goût du jour tes zones. T'as quand même plein d'informations que tu pourrais éventuellement louper si tu fais pas ça, quoi. Ok. Il y a malheureusement beaucoup de débutants qui sous-estiment l'analyse technique, alors que clairement, enfin, c'est excellent, quoi. Je dis, mais les comptes que je crachais au début, j'avais aucune analyse technique, aucune gestion de risque. En fait, j'avais rien du tout. Quand tu trades, forcément, quand tu commences à gagner sur tes premiers comptes, c'est beaucoup de chance de débutant. Quand tu te rends compte qu'il te manque ça, la gestion de risque, il te manque la méthodologie, il te manque la gestion de risque, t'as plein de trucs qui viennent, qui doivent être pris en compte. Et si tu ignores ça, malheureusement, ça peut coûter cher, quoi. Ça peut coûter cher. Et je préfère au pire avoir mes zones et me dire, bah tiens, je vais pas acheter à tel endroit, etc. Mais au moins, je suis tranquille. N'importe quel trader pro a justement une analyse qui est bien sûr propre à lui, mais qui va obligatoirement faire, quoi. C'est la base. Tu prends n'importe quel trader, hein, Jean-Luc Cussac, Rodolphe Stéphane, tu prends Benoît Rousseau, ils font tous une analyse, tout le temps. Parce qu'ils ont besoin de connaître l'environnement, le contexte de leur marché. Ils ont besoin de connaître quelles informations clés va apparaître sur son graphique, quelle est la psychologie à l'instant T des investisseurs. Et parce qu'on parlait du coup de niveau de prix, là au final, ce niveau de prix-là, ça se retrouve en fait sur les zones. En fonction de niveau de prix, pour moi, mes niveaux de prix, c'est les zones. Alors que mes zones, comme elles sont créées sur des accumulations de résistance, de support, etc., bah forcément, ça va me donner telle ou telle information, de me dire, ok, les acheteurs, ils ont la main sur telle zone. Là, par exemple, ma zone neutre. Donc là, si je devrais faire, on en parlera justement demain avec les étudiants, mais il y a ensuite l'intégration de la zone de reverse. Pour moi, la zone de reverse, c'est à partir de quel moment la main revient aux acheteurs et aux vendeurs sur des graphiques, bien sûr. Bah pour moi, c'est ici cette zone neutre. Zone neutre 1.16410. Parce qu'on voit que le marché a pas mal bloqué dessus, pas mal, et à chaque fois qu'on casse, on a des flux assez importants, on le voit à chaque fois, flux assez importants, etc. Tous ces petits processus-là, tous ces petits outils-là, ça donne toujours des informations supplémentaires. Et je préfère avoir une surinformation qu'une sous-information. Parce que si tu trades et que tu as une résistance en H4 juste au-dessus de toi, t'es mort, quoi. Tout bêtement. Ok. Est-ce que tu vas obtenir les 5 Écoutez, les amis, je vais